Salam alaikum, shalom aleichem, que la paix soit sur vous. Bienvenue, mesdames, je suis ravie de vous retrouver dans ce 50e épisode du podcast Fini les dettes, le podcast dans lequel nous parlons d'argent entre femmes sans tabou ni langue de bois. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, je me présente, je suis Malika de Riche, écrivaine rentière dans l'immobilier et co-responsable et podcasteuse spécialisée en finances personnelles. Je suis aussi mère de 3 enfants et en tant que mère, je sais à quel point l'instruction, le savoir utile est précieux pour leur avenir. À l'école, nos enfants apprennent à lire, écrire, compter, l'histoire du monde d'un point de vue occidental puisque nous vivons en Occident et tout un tas d'autres matières issues de ce qu'on appelle le socle commun. Mais qu'en est-il de l'argent? Eh bien, concernant l'argent, c'est à nous, parents, de nous en occuper. Et dans ce nouvel épisode, cet épisode 50, nous allons voir ensemble comment transmettre une éducation solide, une éducation financière solide à nos enfants. Nous le savons, l'éducation financière est quelque chose qui s'apprend très tôt et ce que nous transmettons à nos enfants, consciemment ou inconsciemment, aura un impact sur leur rapport à l'argent. D'où l'importance de ce 50e épisode. Je le répète parce que j'en reviens toujours pas qu'on en soit déjà au 50e. Je t'invite à s'installer confortablement. Prends de quoi noter, ça peut être utile. Pense aussi à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et d'ailleurs, il faudrait que tu me dises pourquoi tu n'es toujours pas abonné. Partage aussi d'ores et déjà cet épisode à une femme qui pourrait être intéressée par cet épisode. Je suis certaine qu'elle te remerciera et moi aussi. Allez, c'est parti. Cet épisode se compose de 5 parties. Partie 1, pourquoi il est crucial de parler d'argent avec ses enfants. Partie 2, les chiffres qui montrent l'impact d'une éducation financière précoce. Partie 3, les erreurs à éviter absolument. Partie 4, les outils et stratégies concrètes à mettre en place. Partie 5, bilan de l'épisode et défis de la semaine. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Partie 1, pourquoi il est crucial de parler d'argent avec tes enfants. De manière générale, on considère que parler d'argent est toujours malvenu. C'est considéré comme sale, vulgaire et signe d'une mauvaise éducation. Le problème, c'est que ne pas parler d'argent en fait un tabou absurde. En effet, nous utilisons et parlons d'argent tous les jours. L'argent circule constamment, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc même quand tu dors, il y a de l'argent. Les enfants qui apprennent en observant et en nous imitant s'en rendent tout de suite compte. Je veux que tu prennes conscience de ceci. Ton enfant a eu affaire à l'argent beaucoup plus tôt que tu ne le crois. Lorsque tu as amené ton nouveau-né avec toi la première fois que tu as été au magasin après sa naissance, il a été en contact avec l'argent. Alors évidemment, sans le toucher, sans s'en rendre compte, peut-être même qu'il dormait profondément à ce moment-là, mais ça a été sa première expérience avec l'argent. Depuis, tu as été faire tout un tas d'autres courses, probablement dans d'autres magasins, des dizaines, des centaines, peut-être même des milliers de fois. Un achat sur Amazon avec ton enfant à tes côtés, l'achat du point, des courses du mois, des affaires scolaires, des vêtements ou encore, je sais pas moi, un peu de déco. Si ton enfant était là, près de toi, avec toi, eh bien, il a vu, il a entendu, il a vécu ses propres expériences avec l'argent. Et toi, par peur, par gêne ou parce que tu n'as pas reçu d'éducation financière, tu n'oses pas lui parler d'argent. Tu gardes ça à ta bouche. Chut, c'est un secret, faut pas en parler. Alors que tu l'as probablement déjà fait sans même t'en rendre compte. Si, si. Rappelle-toi ce que tu dis à chaque fois que tu as une nouvelle facture à payer. Ou ce petit commentaire là, passé inaperçu sur le prix du kilo de tomates, ta façon de râler ou encore ce gros waouh en voyant le prix de la voiture que tu rêves de t'acheter, des vacances que tu rêves, dont tu rêves et que tu prépares depuis des mois ou encore tout plus simplement du paquet de couches. Est-ce que tu vois où je veux en venir? La façon dont on parle de l'argent s'ancre dans l'inconscient familial, donc dans celui de nos enfants. Et si tu parles négativement de l'argent, c'est trop cher, j'ai pas assez d'argent, comment est-ce que je vais faire? Etc. Et ou que tu ne dis jamais comment tu fais pour payer les choses, ton enfant reste dans le flou.
Résultat, il grandit et il découvre brutalement tout ce dont tu ne lui as jamais parlé. Les factures, les crédits, les impôts, les découvertes, les dettes, etc. En réalité, pour éviter ça, pour éviter ce choc brutal et tout ce que ça va entraîner, il suffit de comprendre une chose simple. Plus tôt tu lui parles d'argent, plus il sera en mesure d'éviter les pièges. Et rassure-toi, tu ne vas pas voler l'innocence de ton enfant en lui apprenant l'argent. Si tu as un doute ou que tu crois être une mauvaise mère, dis-toi qu'en CM2, les enfants étudient les deux guerres mondiales. Oui, les deux, pas juste la une, mais aussi la deux. La deuxième, avec la Shoah, ils étudient ça. Donc, en lui expliquant l'argent, tu lui donnes des outils et la structure nécessaire pour construire son avenir, être financièrement autonome et avoir une relation saine avec l'argent. Partie 2, les chiffres qui montrent l'impact d'une éducation financière précoce. Comme tu vas le voir, les chiffres parlent d'eux-mêmes. J'adore faire parler les chiffres. Selon une étude de la Banque de France, une étude qui date de 2023, pardon, donc une étude de la Banque de France qui date de 2023, près de 8 Français sur 10 déclarent avoir découvert la gestion de l'argent sur le tas, à l'âge adulte, souvent dans la douleur. Je peux lever la main parce que je fais partie de ces 8 personnes. Pourtant, l'OCDE a démontré que les enfants qui reçoivent une éducation financière dès le collège développent une meilleure capacité à épargner et évitent plus facilement le surendettement. En France, plus d'un ménage sur cinq est à découvert au moins une fois par an, d'après l'IFOP en 2022. Et d'après moi, la majorité des femmes qui viennent me voir, qui achètent mon livre Final et dettes, qui veulent souscrire, qui veulent le pack Mes finances saines, sont à découvert tous les mois depuis des années. Et on règle ça rapidement. Tout ça, là, tous ces chiffres que je viens de te donner, eh bien, ça montre bien que le problème vient en partie d'un manque d'apprentissage en amont. Un rapport de l'OCDE, c'est PISA 2022, volume 4, Financial Literacy Assessment, il va vraiment falloir que j'arrête avec mes trucs en anglais, montre que dans les pays participants, près d'un élève sur cinq, donc environ 20%, ne parvient pas à atteindre le niveau de base de compétences financières. Cela signifie que même à 15 ans, un jeune sur cinq n'a pas les compétences financières de base. Cela prouve qu'on commence trop tard. Toujours dans l'étude PISA-OCDE, il est noté que environ 93% des élèves ont déclaré avoir économisé de l'argent au moins une fois dans l'année précédente et 82% vérifient la monnaie lorsqu'ils payent en espèces. Cela montre qu'il y a déjà, chez beaucoup de jeunes, des gestes simples qu'on peut renforcer, valoriser, développer. Et ça, tu vas voir, tu vas apprendre à le faire. Une recherche publiée dans le World Economic Forum rapporte que quand les enfants suivent des cours d'éducation financière, les parents voient une baisse de 26% du risque d'avoir des factures ou emprunts en retard et une amélioration de leur score de crédit d'environ 5%. Nous ici on fait ça crédit, mais bon, l'information existe. C'est puissant. Transmettre une bonne éducation financière n'aide pas seulement l'argent, mais toute la famille. Et je confirme, je confirme, apprendre l'argent à tes enfants, ça apporte une sérénité familiale incroyable. Comme tu peux le constater, les études concernant l'impact de l'éducation financière chez les jeunes sont réalisées par et dans des pays anglo-saxons. En France, une fois n'est pas coutume, nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir. Cela étant dit, tu n'as pas besoin d'attendre les résultats d'une quelconque étude sur le sujet menée en France pour instruire financièrement ton enfant. Pour ma part, je te l'ai dit en début de cet épisode, j'ai 3 enfants. L'aîné étudie à la faculté et a son propre logement. Lui avoir appris les règles simples de l'argent, son fonctionnement et comment bien l'utiliser lui permet d'étudier sereinement. Et moi, je ne m'inquiète pas de savoir si elle manque d'argent ou non, parce que je sais que si c'était le cas, elle m'en parlerait et que nous trouverions des solutions ensemble. Chez nous, l'argent n'est absolument pas un tabou. Tu vois, le but de l'instruction financière, ce n'est pas de les laisser se débrouiller tout seuls. Ce n'est absolument pas de laisser tes enfants se débrouiller tout seuls ensuite. Non, 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 pas du tout. Cela s'inscrit dans une relation saine avec ton enfant. On va maintenant passer à la troisième partie 3, les erreurs à éviter absolument. Je crois qu'il y a 3 principales erreurs que font les parents quand il s'agit de parler d'argent avec leurs enfants. L'erreur numéro 1, grand classique, ne pas répondre à leurs questions ou leur dire que ça ne les regarde pas.
Les enfants sont naturellement curieux. Dès qu'ils sont en âge de poser des questions, assez tôt donc, ils t'interrogent à propos de l'argent. Comment tu as acheté ça? Avec quel argent? Moi aussi je peux avoir de l'argent? Ça sert à quoi cette carte? Moi aussi je peux en avoir une? Tu peux m'acheter ça? Ça coûte combien? C'est cher? Est-ce que tu as assez d'argent sur toi là? Est-ce qu'on est riche? Les enfants ne peuvent pas se satisfaire d'une réponse vague. C'est pas possible. Ils sont pas programmés pour nous obéir. C'est pas tes affaires, ils partent. Non, ça n'existe pas. Et leur dire que ça ne les regarde pas va les poser dans une mauvaise posture. D'abord vis-à-vis de toi. Ils ne sauront pas ce qu'ils peuvent te poser comme question. Ils ne sauront pas s'ils peuvent te poser des questions. Et puis, à force d'entendre que l'argent ne les regarde pas, ils ne sauront pas quoi en faire ni comment le gérer une fois qu'ils auront leur propre argent. Soit ils essaieront de s'en débarrasser au plus vite et entreront dans le cercle infernal des découvertes et des dettes, soit ils deviendront radins. Et oui, je prends volontairement deux exemples extrêmes. Deuxième erreur, associer l'argent au stress et au conflit. Si, à chaque fois que tu as une facture à payer, tu t'énerves, ton enfant va associer l'argent à la souffrance, voire même au danger. Je me souviens d'une femme dont le salaire tardait à arriver sur son compte. Elle était en visite chez son frère et sa belle-sœur qui avaient des enfants en bas âge. Pendant plusieurs heures, cette femme consultait son compte bancaire en rafraîchissant sans cesse la page. Plus les heures passaient, plus elle s'inquiétait. Elle a fini par perdre patience et même par être carrément énervée. Si bien que lorsque l'un de ses neveux lui a fait une blagounette d'enfant, elle l'a regardé avec colère et mépris en lui lançant non, moi je blague pas avec toi, hein, je rigole pas avec toi. Même si ces mots-là, ces mots brutaux et gratuits vis-à-vis de l'enfant n'étaient pas destinés à son neveu, mais à son patron, à la compta qui tardait à la payer, c'est lui, le petit là, qui a reçu cette violence. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris ce qui arrivait, le pauvre. Et sa belle-sœur était choquée. Son beau-frère n'a rien dit. Et je te raconte ça pour que tu comprennes à quel point le rapport de l'argent se transmet dans les familles. À quel point des choses qui peuvent choquer sont normalisées. Quand on ne gère pas bien son argent, on angoisse, on stresse, on s'énerve. Et ça se répercute autour de nous. Cette femme, elle ne se souvient pas de ça. Elle se souvient probablement juste du fait qu'une fois qu'elle a perçu son salaire, elle est sortie avec ses enfants et ses neveux pour dépenser de l'argent. Donc, ce qu'elle a transmis, c'est l'argent n'arrive pas. L'argent, c'est la colère et le chaos émotionnel. Dès que l'argent est là, vite, il faut vite le dépenser pour se débarrasser rapidement des émotions qu'on ne sait pas gérer. Tu vois, l'argent, ce n'est jamais que de l'argent. Il y a un vrai lien émotionnel et j'ai dédié plusieurs épisodes à ce propos. Troisième erreur, donner de l'argent de poche sans explication. L'argent de poche doit être un apprentissage, pas juste un moyen d'avoir la paix. Dans la mesure où il te voit utiliser de l'argent, ton enfant voudra avoir le sien. Et s'il apprend que ses amis ont de l'argent de poche, il t'en demandera, voudra comprendre à quoi ça sert, comment on l'utilise. Et c'est ce genre de moment qui ouvre la conversation sur l'argent. Il faut en profiter, pas en avoir peur. Ce qui nous amène naturellement à la partie 4 de ce 50e épisode du podcast Fini les dettes. Partie 4, les outils et stratégies concrètes à mettre en place. Dans cette partie 4, je partage avec toi quelques outils et stratégies simples à mettre en place pour donner une éducation financière solide à ton enfant. C'est ce que je fais moi-même avec mes enfants. Premièrement, soigne ton rapport à l'argent et améliore-le. Oui, c'est la base. Tu peux écouter l'épisode numéro 2 de ce podcast, comprendre son rapport à l'argent pour mieux le gérer et commencer à ne plus dire de choses négatives sur l'argent. À la place, dis ces vérités. L'argent est un outil qui me permet de financer ce qui compte pour moi. L'argent me permet de payer les factures et de nourrir ma famille. Je sais ou j'apprends à gérer mon argent. Sois factuel. Enlève toute émotion quand il s'agit d'argent. Quand tu reçois de l'argent, ton salaire, ton rente, tes aides ou toute autre chose, là, ou de l'argent, dis l'argent est arrivé sur mon compte. Quand tu dépenses ton argent pour payer quelque chose de nécessaire ou pour une envie, dis j'ai l'argent pour payer ça. Je peux me le permettre. Tu vois, ce ne sont absolument pas des phrases magiques, il n'y a pas de mantra. Ce sont des phrases simples, des phrases factuelles. Tu te bases sur la réalité. C'est comme ça, euh, en te basant exclusivement ou juste sur les faits, je vais y arriver,
que tu enlèves les émotions, que tu retires les émotions notamment négatives et culpabilisantes liées à l'argent. Deuxième chose, réponds aux questions de ton enfant. Si tu n'es pas disponible ou au moment où il te les pose, prends le temps, une fois que tu es disponible, prends le temps de lui répondre. C'est important. Troisième chose, joue au marchand. Ce jeu change tout, sincèrement. T'as même pas besoin de jeu pour jouer à ça. Prends ce que tu as chez toi, une table ou une chaise, et c'est parti. L'un de vous fait le marchand, l'autre le client. L'idée, c'est que ton enfant touche l'argent, qu'il joue avec. Cela va créer un bon souvenir qui s'ancrera en lui et je t'assure que ça fonctionne. Il pourra puiser dedans quand il sera plus grand. Pour les prix, invente ou laisse ton enfant fixer les prix. Franchement, c'est encore plus drôle et ça te rappelle que les choses n'ont pour seule valeur que celles qu'on leur définit. Tu vas par exemple découvrir qu'une tomate coûte 1127 euros et que la télévision coûte 1 euro. Voilà, ce sera des découvertes fascinantes. Quatrièmement, affiche tes objectifs financiers. Acheter une nouvelle télévision, partir en vacances, s'inscrire au sport, etc. Toutes ces choses ont un prix. Si tu dois économiser pour les payer, n'aie pas honte. C'est ce que toutes les femmes qui n'ont pas les fonds immédiats devraient faire. Utilise cette réalité comme un outil éducatif. Supposons que tu veuilles payer quelque chose qui coûte 1000 euros. Prépare un Money Challenge adapté. J'ai déjà fait un épisode consacré au Money Challenge, aux défis financiers. Par exemple, 10 cases de 100 euros à colorier, ou 20, 50, ou 100 de 10, peu importe, en fonction de ta réalité et de ton rythme à toi. Affiche-le à un endroit bien en vue. Colorie ou coche une case à chaque fois que tu épargnes pour cette dépense. Ton enfant le voit, le commente et y participe. Personnellement, je le fais pour chacun de mes objectifs quand je veux que mes enfants soient au courant. Ce qu'ils voient, les grosses dépenses s'anticipent. Cela permet de les payer d'un coup et donc de ne plus avoir à y penser une fois l'achat ou le paiement effectué. Ils apprennent la patience et valorisent naturellement l'épargne. Petit 5, l'argent de poche, oui, mais si tu veux, quand tu veux et selon tes conditions. Pas pour exercer une forme de pression sur ton enfant, pas du tout, mais parce que tu connais ton enfant mieux que quiconque. Personnellement, voici ce que je fais. Quand mon aînée, ma grande, était adolescente, je lui donnais 10 euros par mois. Elle en faisait ce qu'elle voulait. Arrivée au lycée, je lui ai donné 30 euros par mois. L'année du bac, donc juste avant qu'elle entre à la fac, je lui ai dit de mettre de côté, dans 3 tirelires improvisés avec ce qu'on avait à la maison évidemment, de quoi payer entre guillemets 3 choses. Le loyer à 2 euros, les charges à 2 euros et l'épargne à 3 euros. Ainsi, elle devait payer l'équivalent de 4 euros de loyer et charges et épargner chaque mois 2 euros. L'idée était de lui faire prendre l'habitude d'avoir des choses à payer tout en comprenant une réalité essentielle. Ses charges et obligations ne doivent pas être plus élevées que ses revenus. Deuxième chose importante, elle utilisait les 24 euros restants comme elle le souhaitait. Mais il n'y avait pas de rab. Ça veut dire que si elle dépensait tout, elle devait attendre le mois suivant. Aujourd'hui, ma fille a son propre appartement et elle paie pour ses besoins. Elle a aussi une épargne de précaution qu'elle a pu constituer en travaillant. Concernant mes fils de 7 et 10 ans, ça va être un petit peu différent. Dans ma foi, dans ma foi, donc dans l'islam, hein, la charge financière du foyer revient aux hommes. C'est pour ça que j'éduque mes fils dans cette logique. Mais quelle que soit ta culture ou ta croyance, l'essentiel, c'est de leur apprendre la responsabilité financière. C'est d'apprendre la responsabilité financière à chacun de tes enfants. Je suis musulmane et Allah donne la charge financière du foyer aux hommes. C'est comme ça. Et moi, je veux que mes fils le sachent et agissent naturellement en conséquence pour qu'il n'y ait pas de conversation lunaire sur le fameux 50-50. Donc, d'ici quelques temps, quand j'estimerai que c'est le bon moment, je commencerai par leur donner de l'argent de poche, une petite somme de laquelle ils devront déduire l'équivalent d'un loyer, de charges et d'une épargne. Tu vois, je vais faire la même chose qu'avec ma fille. Ils auront moins d'argent et plus de responsabilités. L'objectif, c'est pas de leur faire croire qu'ils seront propres toute leur vie, pas du tout. C'est qu'ils ancrent l'idée en eux, je vais y arriver, qu'ils ancrent en eux l'idée que même avec un faible revenu, la priorité reste la priorité financière reste les besoins du foyer. L'argent mis de côté pour payer entre guillemets le loyer, les charges, constituer l'épargne reste la propriété de mes enfants. Ça leur permet de réfléchir. Ils n'y touchent pas, mais observent. Personne ne touche à cet argent qui leur permet de payer les charges et d'épargner. Personne, ni eux, ni moi.
Ils regardent ce qui se passe. L'argent s'accumule pour le loyer et les charges, l'épargne aussi. Ils comprennent facilement parce que je leur ai dit, payer un loyer et des charges, c'est échanger de l'argent contre un droit d'habiter et d'avoir l'eau et l'électricité. L'épargne grossit petit à petit. Je sais, tu vois, en fait, le fait qu'ils voient les choses, ça les aide à mieux comprendre. Je sais que certaines mères gardent une part de l'argent de poche de leurs enfants et disent qu'ils leur paient une part de loyer et des charges. De mon point de vue, c'est une erreur, honnêtement, parce que je ne comprends pas ce qu'il y a de sain à considérer sa mère comme son employeur quand on est un enfant et que ce n'est pas le cas dans la vie réelle, tu vois? Je trouve vraiment bizarre qu'il y ait d je vais être franche, hein, qu'il y ait des mères qui disent: «Je donne de l'argent de poche à mon enfant et de cet argent, il paye le loyer et donc comme ça, il m'a payé un loyer». C'est très bizarre. Tu es pas l'employeur de ton enfant, tu es sa mère. Bref, petit 6, payer tes enfants pour service rendu. Pour ce point-là, franchement, je suis mitigée. J'expliquais que soit on fait notre j'aurais expliqué moi à mes enfants que soit on fait notre ménage, soit on paie du personnel de ménage. Pareil pour les courses, le rangement et tout le reste. Tu l'as certainement compris, je ne me positionne pas comme la supérieure hiérarchique de mes enfants parce que ce n'est pas le rôle que je veux avoir dans leur vie. Je tiens à avoir une relation mère-enfant saine. C'est mon point de vue. Petit 7, les laisser payer pour ce qu'ils veulent avec leur argent. Aide-les à compter s'ils en ont besoin, ça les accompagne, c'est comme ça qu'on apprend. Et reste factuel et réaliste sur ce qu'ils peuvent acheter avec. Supposons que ton enfant veut s'acheter une paire de jumelles mais qu'il a 3,30 €. Indique-lui simplement le prix réel d'une paire de jumelles. Ça lui apprend que chaque chose a un prix et que si on veut vraiment quelque chose, on trouve un moyen de l'obtenir. On cherche et on trouve une solution. En épargnant, par exemple. Ton enfant te dira naturellement s'il préfère s'acheter quelque chose d'autre ou s'il veut vraiment, pardon, s'il veut vraiment cette paire de jumelles à tout prix. Excuse-moi. Petit 8, lis les tickets de caisse. C'est normal s'ils ne retiennent pas le prix de tout dans le magasin. C'est normal, il y a beaucoup de choses à voir dans le magasin, ils ne peuvent pas tout retenir. Mais avoir un support sur lequel ils pourront retrouver le prix de quelque chose l'invite naturellement à retenir le prix de ce qu'il veut. C'est une autre manière d'apprendre la valeur des choses. Petit 9, faire ses comptes dès qu'il a de l'argent de poche pour lui apprendre que peu importe le montant, l'argent, ça se gère. Petit 10, évidemment, lui offrir Fini les dettes, le livre pour avoir un support d'apprentissage pas à pas. Voilà, ce sont 10 petites actions à mettre en place en respectant ton rythme et celui de ton enfant, évidemment. Passons maintenant à la partie 5 de cet épisode, bilan de l'épisode et défi de la semaine. Dans ce 50e épisode du podcast Fini les dettes, nous avons vu l'importance de transmettre une éducation financière solide à nos enfants. Tu as aussi vu qu'un enfant de 3 ou 5 ans, par exemple, ne va pas utiliser l'argent de la même manière qu'un adolescent. C'est normal. Tu as appris que ton rapport à l'argent et la façon de te comporter avec l'argent et d'en parler a un impact direct sur ceux de ton enfant. Alors bien entendu, il ne s'agit pas de devenir la pro des finances du jour au lendemain, mais d'avancer à ton rythme et de parler ouvertement et librement de l'argent avec ton enfant en commençant par répondre à ses questions. Ce qui nous amène naturellement au défi de la semaine. Pour le défi de la semaine, je veux que tu listes 3 questions que ton ou tes enfants t'ont posées sur l'argent et que tu écrives tes réponses juste à côté. Peu importe qu'il t'ait déjà posé la question ou pas. Écris-les, donne ta réponse à côté. Le but est que tu vois par toi-même si tu réponds clairement ou si tu éludes les questions liées à l'argent. Commence aujourd'hui, même avec une seule conversation sur l'argent avec ton enfant, parce qu'un jour, il te remerciera de lui avoir donné ce que l'école ne l'enseigne pas, la liberté financière. Tu vois, la liberté financière, c'est pas une question d'argent, de montant d'argent, c'est ce qu'on sait de l'argent, ce qu'on en fait. Cet épisode touche à sa fin, j'espère qu'il t'a plu et t'a été utile. Si c'est le cas, fais-le moi savoir en laissant un commentaire, un cœur, 5 étoiles ou grâce à ton autre système de notation. Nous nous retrouvons la semaine prochaine ici même à 14 h pour un épisode spécial anniversaire. En effet, nous allons fêter les 1 an du podcast Fini les dettes, ça me paraît incroyable et j'ai très 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 hâte. On se retrouve donc ici même mardi prochain à 14 h. En attendant, prends grand soin de toi et de tes finances et n'oublie pas, la réussite est entre tes mains. Bye bye!